Pouvons peut-être passer au deuxième thème puisque je vois que Jérémy est là et que nos deux autres intervenants sont également présents. J'en profite pour saluer donc à nouveau El Idrissi, cofondatrice d'Indépendance.co, et Yves Weiselberger, président de la FFTPR et fondateur de la plateforme VTC Snapcar. Bienvenue à vous, Jérémy, donc pour un débat autour du renforcement des droits sociaux des travailleurs des plateformes numériques d'emploi et la sécurisation de ces droits. Tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie. Effectivement, et nos deux invités peuvent également nous rejoindre en direct, d'autant que dans la mesure du possible, j'aimerais les faire réagir au fur et à mesure des différentes propositions que je vais énoncer sur notre thème. Renforcer les droits sociaux des travailleurs des plateformes numériques, les sécuriser, les rendre plus effectifs, leur permettre de dépasser le seul stade de la déclaration d'intention, tel est notre propos aujourd'hui. Et à cet égard, je voudrais commencer par deux remarques assez générales. La première, elle est très factuelle, elle tient à la vitesse d'évolution des nouvelles technologies elles-mêmes, et donc, conséquemment, des modèles économiques des plateformes et des acteurs de ces nouvelles technologies, et de toutes les façons dont le droit du travail, le droit positif du travail peut être disrupté, challengé par ces nouvelles technologies. Cette première réflexion qui tient en fait à la vitesse d'évolution de la technologie, des faits et donc par nécessité du travail du législateur, ça s'impose puisque nous sommes effectivement face à un état d'évolution permanent des relations de travail, en conséquence de l'évolution permanente des outils, et qu'il y ait un permanent d'évolution des relations de travail, dit également nécessité pour le droit de s'ajuster à la même vitesse. Ce qui veut dire des outils malléables, adaptables, avec des clauses de revoyure très fréquentes, un mode opératoire qui n'est pas nécessairement le mode opératoire par défaut du législateur, nous le savons avec les navettes législatives, les CNP, tous ces mécanismes qui ne sont donc pas forcément les bons outils pour aller dans le détail de la régulation qui peut s'avérer nécessaire sur tel ou tel point de détail très évolutif. C'est une première remarque. Le cadre social et légal dans lequel les plateformes évoluent est très évolutif et va nécessiter une réactivité certaine et hors du commun, disons-le, de la part des pouvoirs publics et du réglementaire. Une deuxième remarque assez générale également tient à l'axe qui est le nôtre et selon nous, l'axe à partir duquel on devrait raisonner sur la façon de renforcer les droits des travailleurs. Nous pensons clairement que nous devrions davantage raisonner en termes de garantie de droits, même de panier socle de droits, comme j'aurai l'occasion de le dire plus tard, plutôt que d'essayer de manière systématique d'encapsuler toutes les nouvelles formes de travail au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et c'est un peu en réponse à la première remarque que j'émettais. De nouveaux modèles technologiques, donc de nouveaux modèles de relations de travail apparaissent en permanence. Si systématiquement le réflexe premier des pouvoirs publics, du législateur ou de nous autres qui réfléchissons librement au sujet est de baptiser d'un nouveau nom chaque nouvelle forme de travail, de lui faire un statut à part, on ne s'en sortira jamais. Donc l'idée n'est pas, l'idée au contraire de décloisonner, de dépasser cette notion du statut pour aller véritablement sur le terrain de la garantie des droits, sur le terrain d'un panier socle de droits, quelque chose qui aurait plus vocation à l'universalité, à l'égalité entre les travailleurs. D'ailleurs, ça fait depuis bien avant l'avènement des plateformes, le droit du travail est progressivement en train de devenir un droit du travailleur, puisque la frontière est de plus en plus poreuse entre salariés et indépendants, et plutôt que de nourrir les prises de bec entre les deux statuts, voilà, comme je le disais, l'avenir est peut-être au contraire dans une réflexion plus englobante, plus universelle, pour se débarrasser de certaines cristallisations, certaines tensions qui ne sont pas indispensables aux solutions que nous recherchons. Ces deux remarques liminaires et globales émises, je vais rentrer dans le vif du sujet avec les propositions que nous soutenons donc, pour renforcer les droits sociaux des travailleurs de plateforme et en mettant, passez-moi l'expression, en mettant un peu les pieds dans le plat avec une première proposition qui est celle de l'opportunité, selon nous, d'une rémunération minimale.
parce que la première responsabilité sociale d'une plateforme, c'est que le travailleur, indépendamment, encore une fois, de son statut, puisse vivre de son travail. Donc, la suite logique, pas inéluctable, mais logique et plutôt saine selon nous, et pour les plateformes en tout état de cause qui fixent elles-mêmes les prix, notamment les prix des courses pour les plateformes de transport, serait que ces plateformes soient amenées à respecter une rémunération minimale que certains qualifieront de décente, que d'autres relieront à un chiffre d'affaires. Différentes formalisations ont déjà été tentées, d'ailleurs, dans le cadre notamment des premières versions de la charte sociale avec l'amendement d'Aurélien Taché, vous vous souvenez à l'époque. Donc le sujet n'est pas nouveau en lui-même, mais nous pensons effectivement qu'une rémunération minimale trouverait sa place, notamment pour le principe dans le Code du travail. Il aurait une place toute trouvée à la fin de l'article 73 L7342-1 du Code du travail, et ensuite par décret, pour en fixer le seuil effectif qui ne serait pas fixé seul en Conseil des ministres naturellement, mais en concertation avec les acteurs et avec des distinctions indispensables selon les secteurs d'activité naturellement. Il y a des précédents, il y a notamment un précédent célèbre, c'est en 2018 avec la tarification des courses des VTC à New York, avec un effet qui, vu d'où nous sommes, semble bénéfique pour toutes les parties, puisque c'est un tarif qui avait été fixé en tenant compte des coûts de fonctionnement de la plateforme, en tenant compte des nécessités pour les travailleurs d'atteindre un certain niveau de revenus par rapport à leur temps de travail raisonnable pour effectivement vivre de leur activité, sans réfléchir à la question du statut, j'insiste sur ce point essentiel. Et c'était également très intéressant avec un troisième effet, celui de favoriser le covoiturage et plutôt que de focaliser sur la réception du nouveau prix de la course par les voyageurs, de changer les usages peu à peu justement en favorisant le développement du covoiturage à New York, ce qui a permis également une décongestion du trafic. Donc, c'est une solution qui, encore une fois, vu d'où nous sommes, semblait triplement gagnante. Voilà, donc une première recommandation que nous émettons, qui part d'abord et avant tout d'une concertation entre les parties prenantes, naturellement, et avec les distinctions nécessaires par secteur d'activité. Est-ce que, Madame Eldrissi ou Monsieur Wesselberger, vous souhaitez réagir d'ores et déjà sur cette proposition, ou est-ce que je déroule et vous donne la parole ensuite? Je suis ouvert au mode opératoire qui vous satisfait le mieux. Donc, à défaut de réaction de votre part, j'enchaîne donc sur une autre recommandation qui nous est chère et qui tient plus particulièrement à la mise en œuvre des algorithmes dans la relation entre les plateformes et les travailleurs qui utilisent leurs services. Cette recommandation, c'est celle de consacrer dans la loi un droit à la décision humaine. Ce droit à la décision humaine, il existe en filigrane dans le RGPD d'ores et déjà, puisque l'article 22 du RGPD consacre un droit à ne pas faire l'objet d'une décision purement algorithmique. Alors ce droit, il est défini en creux, il est défini par la négative, il n'est pas véritablement effectif. La CNIL elle-même le dit d'ailleurs, elle n'est pas exempte de critique sur son support premier qu'est le RGPD, et justement, elle souhaite voir ce droit évoluer en droit à la supervision. Nous pensons au contraire, nous pensons qu'il faut aller plus loin qu'une évolution vers un droit à la supervision pour consacrer véritablement un droit à la décision humaine, c'est-à-dire demander à l'humain de se substituer à la machine. Le cas échéant, il peut dans une certaine mesure s'en aider, il le fait naturellement déjà, mais qu'il se substitue très officiellement à la machine pour prendre la décision, ce qui a plein d'effets bénéfiques par ailleurs, puisque cela re-responsabilise le donneur d'ordre ou employeur, sans ergoter encore une fois sur son statut sur le plan légal, ça le re-responsabilise face à un phénomène qui peut avoir des effets délétères à la fois pour les travailleurs, mais également pour l'employeur ou le donneur d'ordre, à savoir une dilution des responsabilités, une perte de sens et finalement, effectivement, un management, quelle que soit sa qualification juridique, qui se vide peu à peu des prérogatives qui se vident au profit de la machine. Donc, ce problème, il est adressé, entre guillemets, plus ou moins également par la consécration de ce droit à la décision humaine, qui serait plus porteur donc que le droit défini en creux par l'article 22 du RGPD. Ce droit, il pourrait être mis en avant par la plateforme dans ses outils de communication. La plateforme pourrait également mettre en œuvre des procédures internes créer des procédures internes qui faciliteraient la mise en œuvre effective de ce droit.
Et c'est d'autant plus dans l'air du temps que les panélistes précédents ont évoqué à plusieurs reprises la proposition de directive du 9 décembre 2021 sur les conditions de travail des travailleurs de plateforme. Elle n'est pas silencieuse sur le sujet, puisque en son article 8, elle prévoit le droit d'obtenir de la plateforme une explication sur toute décision prise par algorithme ou appuyée au moyen d'un algorithme, le droit de demander à la plateforme de réexaminer cette décision et le droit de contester cette décision. Donc, il y a une adéquation entre cette proposition de directive en son article 8 et la recommandation que nous émettons qui va un cran plus loin, puisque nous pensons que, également, comme je l'exposais, dans un but de re-responsabiliser chacune des parties prenantes, ce qui nous semble essentiel, l'idée serait véritablement de consacrer un droit à la décision humaine, c'est-à-dire de redonner le pouvoir à l'humain, véritablement, l'humain qui doit rester aux commandes. Les institutions européennes l'ont dit, répété et martelé, notamment la Commission dans ses premiers travaux sur l'intelligence artificielle depuis un moment déjà. L'humain doit rester aux commandes, on ne doit jamais tolérer, on ne doit jamais accepter, on ne doit jamais laisser se mettre en place un système dans le cadre duquel la machine commanderait strictement à l'homme. Ça, c'est véritablement un pivot essentiel. Donc, deuxième recommandation, celle du droit à la décision humaine. Et en l'absence de réaction de votre part, j'enchaîne sur une troisième, mais vous m'interrompez quand vous voulez, naturellement. Une troisième proposition qui est relative aux obligations de santé et de sécurité au travail qui incombent, vous le savez tous, naturellement, légalement, à défaut d'être naturel, à l'employeur selon le Code du travail, notamment avec l'article L4121-1 du Code du travail. Et nous estimons qu'il conviendrait d'attribuer aux plateformes également cette responsabilité, sans en faire pour autant des employeurs. Vous l'avez compris, on se détache au maximum de la réflexion statutaire. Il s'agit véritablement ici de protéger une population qui est dans les faits, sur le terrain, dans la rue, au volant d'un véhicule ou au guidon d'un vélo, particulièrement exposée. Donc il y a une question d'équilibre, une question de justice sociale qui nous pousse effectivement à mettre en avant cette recommandation, celle d'attribuer aux plateformes la responsabilité de l'article L4121-1 du Code du travail, quand bien même ces plateformes ne sont pas effectivement les employeurs de manière systématique, en tout état de cause, de ces travailleurs. D'ailleurs, le fait d'étendre cette responsabilité santé-sécurité des travailleurs à des personnes qui ne sont pas les employeurs, elle n'est déjà pas étrangère au Code du travail, puisque le Code du travail l'envisage notamment sur le terrain des chantiers, et également dans le cadre de la coactivité. Il y a des références, des articles du Code du travail, du droit positif applicable aujourd'hui, qui permettent justement cette conception extensive de l'obligation de santé-sécurité des travailleurs. Donc, cette responsabilité n'incombe pas exclusivement à l'employeur, déjà au jour où nous parlons. Il est d'autant plus naturel, selon nous, d'autant plus facile d'étendre cette responsabilité aux plateformes. Et encore une fois, il y a un sujet de justice sociale dans la mesure où les populations concernées, en l'occurrence, sont particulièrement exposées au risque. Nous avions, avec la loi travail de 2016, un contrat collectif en matière d'assurance pour la couverture des accidents du travail, mais il y a un certain vide, il faut l'avouer, en matière de maladies professionnelles, en matière de prévention des risques. Donc ce vide pourrait être comblé de cette manière. Là encore, il y a un écho à cette recommandation au niveau européen. Au niveau européen, pas seulement au niveau institutionnel, mais également chez nos voisins. Vous avez notamment une décision du 13 novembre 2020 de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles qui ouvre explicitement la voie à ce qu'incombe aux employeurs, aux plateformes, une responsabilité d'employeur au sens de la directive cadre sur la santé et sécurité au travail de 1989. Donc, cette recommandation supplémentaire relative à la santé et à la sécurité au travail et à l'extension de cette responsabilité aux plateformes, n'appelant a priori pas de remarques particulières de votre part, je continue également avec une recommandation complémentaire, celle d'améliorer, une série de recommandations visant à améliorer l'accès effectif des travailleurs à une protection sociale. Il y a des attentes fortes qui ressortent notamment de nos travaux, de séances de travail, de webinaires que l'on a pu mener d'ailleurs en commun avec Sharers and Workers auparavant. Parmi ces attentes fortes, il y a notamment le sujet de l'AT-MP et le sujet de la garantie des revenus en cas de perte brutale d'activité. Ces attentes sont très importantes chez les acteurs, chez les utilisateurs des services des plateformes.
Notre perspective sur le sujet est la suivante. Il est urgent de renforcer la protection sociale des travailleurs de plateforme, c'est une réalité, d'autant plus que nous sommes attendus au tournant sur ce sujet. Cette protection sociale, nous en sommes convaincus, elle ne doit pas non plus dépendre exclusivement des plateformes, sans évoquer l'article 50 bis du PLFSS, qui est devenu l'article 105 de la FSS 2022, qui a effectivement permis aux plateformes de proposer une protection sociale complémentaire. Nous estimons, nous sommes convaincus que cet outil législatif ne doit pas être détourné de son objet premier, en permettant aux plateformes en fait, de monopoliser totalement, de s'accaparer le sujet de la protection sociale des travailleurs qui font appel à leurs services, puisque ce serait une façon supplémentaire de renforcer leur dépendance, entre autres motifs pour lesquels voilà, nous sommes circonspects sur la mise en œuvre de ces dispositions. Un élément de perspective supplémentaire, c'est que, soyons réalistes, il est impossible de faire financer à 100% cette protection sociale pourtant indispensable par les travailleurs de plateforme eux-mêmes. Et pour cause, leurs revenus, dans 99% des cas, ne le permettent pas. Il faut donc raisonner avec un outil qui nous est déjà connu, qui est mis en œuvre dans un cadre plus général, c'est celui de la mutualisation. Il faudrait justement mutualiser avec les 4 millions de travailleurs indépendants, puisque vous avez en filigrane derrière notre sujet, remis au goût du jour avec les nouvelles technologies, avec l'économie des plateformes, vous avez un sujet, une réflexion qui était antérieure même à l'avènement d'Internet, c'est celle des conditions de travail et des conditions favorables au développement de l'activité des travailleurs indépendants, connectés ou non, encore une fois. Donc, cette réflexion globale sur les plateformes et le sort réservé aux travailleurs utilisant les services des plateformes a également le mérite de remettre à plat, pour ceux qui en ont le courage ouvertement, la réflexion sur la protection sociale de tous les indépendants. Et cet aspect-là, il est très important, il ne faut pas l'éluder. Donc, pour améliorer l'accès effectif des travailleurs de plateforme à une protection sociale, nous avons 3 recommandations très concrètes à cet égard. La première, remplacer les seuils de cotisation pour l'accès au régime de protection sociale par des cotisations au pourcentage dès le premier euro. La seconde, réduire ou supprimer les conditions de continuité d'emploi pour bénéficier de la protection sociale. Et la troisième est relative à la portabilité, assurer la continuité de l'assurance sociale et des droits des travailleurs lors du passage d'un emploi à un autre ou d'un donneur d'ordre à un autre, puisque à cet égard, nous le savons, la flexibilité fonctionne dans les deux sens et les utilisateurs des services, des plateformes, les prestataires qui utilisent les plateformes, encore une fois indépendamment de leur statut, sont très souvent multiplateformes et naviguent de l'une à l'autre. Donc cette portabilité, elle est centrale si elle n'est pas consacrée, si elle n'est pas plus qu'inscrite dans la loi, véritablement effective, possible et facile à mettre en œuvre. Alors tout le système tombe. Donc, en résumé, assez globalement, comme je le disais en introduction, nous réfléchissons davantage sur le terrain d'un panier socle de droits que sur le terrain d'un statut dont il faudra définir les contours, vous l'avez compris. Ce panier socle de droits sociaux pour les travailleurs de plateforme, il implique selon nous 6 priorités, 6 grands axes, dont certains que j'ai déjà développés devant vous. Le premier, c'est la capacité de négocier les conditions de travail. Cela peut se jouer naturellement comme dans un contrat de travail classique de manière individuelle, sur réserve de certains principes, mais ça peut également se jouer de manière collective, et notamment avec l'ordonnance récente qui consacre le droit de représentation des travailleurs de plateforme et la question du dialogue social des travailleurs de plateforme qui sera évoqué et développé brillamment par les panélistes qui me succéderont, entre guillemets, à l'antenne. Ça, c'est le premier aspect. Le second, c'est la portabilité des données personnelles qui s'inscrit un peu dans la continuité, qui accompagne assez logiquement la portabilité de l'assurance que j'évoquais. Si on ne consacre pas cette portabilité, l'égard au mode opératoire de la plupart des travailleurs, le château de cartes tombe. Donc, ce point est véritablement essentiel. Ce qui va de pair avec la portabilité des données personnelles et la portabilité des données au sens plus global, c'est l'explicabilité des algorithmes, puisque la force première dans ces effets pernicieux du management algorithmique, c'est l'opacité du système. Nous sommes face à un système qui substitue au pouvoir de direction de l'employeur l'incitation, le nudge, de manière totalement invisible, parfois imperceptible par le travailleur lui-même,
Donc, cette méthode incitative s'entend parfaitement sur le plan commercial, mais de par son invisibilité, elle est d'autant plus génératrice de risques. Et cette opacité s'accompagne également d'une opacité du code lui-même, de l'algorithme ou du set d'apprentissage de l'algorithme. Donc, l'explicabilité des algorithmes constitue également un sujet central qui doit faire l'objet de droits qui, selon nous, trouvent leur place dans ce panier socle de droits sociaux. Ensuite, je l'évoquais, une garantie de revenus en cas de perte brutale d'activité. Ce point, le terrain, la pratique, l'a remonté comme un point de tension, un point crucial qui doit être adressé. La garantie d'un revenu minimal également, je l'ai déjà développé, de même que l'extension de la responsabilité d'employeur en matière de santé et de sécurité des travailleurs, quand bien même les plateformes ne sont pas des employeurs, vous l'avez bien compris, nous déconnectons totalement ce sujet statutaire de nos recommandations. Et un point central également, ce 6e point dans le panier socle de droits sociaux que je n'ai pas pris le temps de développer, mais le temps m'est compté, c'est celui de la formation professionnelle et du développement des compétences. Là encore, il est essentiel, au regard notamment des moyens technologiques mis en œuvre par les plateformes, de développer les compétences. Les panélistes précédents l'ont exposé par ailleurs. Personne n'a vocation à exercer les activités via les plateformes de manière pérenne. Donc, il faut toujours prévoir l'après et c'est le rôle, selon nous, des plateformes, justement, de favoriser cet après, de le préparer ensemble avec les travailleurs. Bon, ça implique effectivement un droit à la formation professionnelle qui soit effectif, pas seulement inscrit dans les textes, mais qui implique un véritable accompagnement par les plateformes et une mise en œuvre effective pour un développement des compétences des travailleurs, pour une seconde vie professionnelle derrière la plateforme, ce qui est toujours le cas, encore une fois, ouvrons les yeux là-dessus, personne n'a vocation à travailler auprès des plateformes au-delà d'une durée raisonnable. Voilà, je passe désormais la parole à Madame Eldrissi ou Monsieur Wesselberger. Si vous souhaitez intervenir sur nos sujets, je vous en prie. Bonjour, merci de nous rejoindre. Oui, j'ai quelques commentaires. Bonjour, enchanté, enfin pas enchanté, je connais la plupart des personnes. Ouais. Ravi d'être là. Et vous, je vous connais évidemment. Enfin, on se connaît. Il y a là-dedans des choses intéressantes et des choses qui rendent un peu plus perplexes dans ce qui est évoqué. Et il y a aussi l'idée que il y a en ce moment même un cadre légal assez fort qui est en train d'être créé pour discuter de ces sujets-là. Et en tout cas, en préalable, ce que je voulais dire, c'est que il me paraît plus que souhaitable de permettre à ce cadre de s'exprimer et de permettre aux échanges qui vont avoir lieu dans les mois et années à venir entre les représentants des plateformes et les représentants des travailleurs qui vont être élus, donc qui vont être représentatifs, de discuter d'un certain nombre de sujets, dont certains que vous avez évoqués. Alors, il y en a qui sont plus pertinents que d'autres, à mon avis. Je pense par exemple que le problème de la protection sociale est une question qui est tout à fait pertinente, c'est-à-dire qu'il y a des trous dans la protection sociale. Alors pour ce qui nous concerne, moi je suis opérateur VTC, donc des chauffeurs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est important de préciser dans tout ça, c'est que je n'ai pas spécialement envie qu'il y ait un droit social par profession. Et donc on a un problème en ce moment, c'est qu'on mélange en fait droit social et régulation profession par profession, c'est-à-dire droit du transport par exemple pour ce qui nous concerne. Et il est assez inexact de dire qu'on n'est pas soumis au droit du transport, on est très très largement soumis au droit du transport. Il y a beaucoup de règles qui s'appliquent aux opérateurs VTC qui sont des règles du droit du transport. Et il est assez important de faire une séparation entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut créer des règles qui soient si possible génériques et qu'il ne faut pas un mélange trop fin entre une particularité des activités et le droit social qu'on est en train de créer. La deuxième chose, c'est que, alors il est un peu contradictoire avec la première, mais pas contradictoire, mais chauffeur VTC aujourd'hui c'est un métier.
On passe un examen pour l'exercer. On l'exerce dans 80% des cas à plein temps et on en vit. Et je pense que le problème n'est pas forcément le même que, par exemple, celui du secteur de la livraison, où en réalité, il n'y a pas de qualification qui est requise pour exercer le métier. Il n'y a pas non plus de temps plein là-dedans, ou très peu. Il n'y a pas de volonté d'en vivre durablement, c'est-à-dire que les personnes qui exercent cette activité de livreur, en général, c'est temporaire, pas spécialement pour en vivre uniquement, je dirais, à temps plein, et en tout cas pas de manière durable. Donc, il y a une problématique qui est assez différente et qu'il faut remarquer. Alors, sur la protection sociale, oui, c'est vrai qu'il y a des trous. Ces trous sont ceux des indépendants en général. Ce n'est pas les trous des travailleurs des plateformes. Les boulangers non plus ne sont pas protégés contre l'interruption de leur activité. Donc, ou toutes les professions libérales, indépendantes, etc., sauf quand elles cotisent, de par elles-mêmes et de par leur volonté. Donc, la question qui s'est posée là et qui va continuer de se poser, parce que la protection sociale a été réintroduite dans le corps de ce qui va être négocié entre les plateformes et les chauffeurs pour ce qui nous concerne, les livreurs pour ce qui concerne les plateformes de livraison. Et pour l'instant, c'est deux seules catégories auxquelles on s'intéresse. Donc, la question qui se pose sur cette protection sociale, c'est de... Bon, mais peut-être Inélie Drézy, en attendant que M. Weiselberg Berger se reconnecte, peut-être vous pouvez réagir à cette question du droit des indépendants. Hein. Oui, je veux bien. Je regrette que notre panéliste, j'espère qu'il va revenir rapidement parce que c'est aussi la richesse de l'échange. Alors, j'hésite quand même. Est-ce qu'on n'attend pas un petit peu? Bon, il n'a pas l'air de se reconnecter tout de suite. Non, allez-y, on reprendra le fil du débat dès qu'il reviendra. Ne vous inquiétez pas, Inélie. Très bien. Alors, je vais peut-être commencer par un propos général sur mon sentiment sur la question des plateformes, du travail, de l'emploi, de la technologie et de l'avenir de l'humanité. Quand je regarde la situation des plateformes, qui est un sujet sur lequel je travaille vraiment depuis plusieurs années, hein, à la fois dans mon activité professionnelle, je l'ai fait aussi au Conseil national du numérique et maintenant au niveau d'indépendant.co, et je suis moi-même entrepreneur. Donc, quand je regarde la question des plateformes de loin, je suis très optimiste. C'est-à-dire que je me dis, on a de l'innovation technologique qui permet de travailler, de délivrer un meilleur service aux consommateurs, qui permet de travailler de façon plus choisie, plus agréable, plus voilà. Donc, et puis, je vois que on est sur quelque chose que tout le monde perçoit comme étant un changement auquel on accorde de l'importance. Donc, quand je regarde ça de très loin, je suis très optimiste. Je me dis, il y a de l'innovation et on va tous pouvoir s'adapter collectivement de manière à ce que ça nous profite tous en tant que consommateurs, en tant que travailleurs, en tant que citoyens. Quand je regarde les choses d'un peu plus près, quand je zoome sur un sujet particulier, je suis un peu moins optimiste. Enfin, je suis un petit peu moins optimiste, on va dire, sur la situation de court terme. Je reste optimiste sur le long terme, mais sur le court terme, et c'est pour ça que je suis engagée. Hein, je suis engagée parce que je pense que pour qu'on ait un avenir à long terme qui nous convient, il faut commencer par travailler les sujets qui se présentent à nous au fur et à mesure, et donc sur le court terme. Sur le court terme, j'ai bien apprécié la manière dont, Jérémy, vous avez présenté vos recommandations pour ce qui est de la protection sociale, notamment en termes d'ordre, en termes de hiérarchie des sujets à aborder, puisque vous avez parlé en premier lieu de la rémunération. Et vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, la première forme de protection sociale que l'on puisse avoir en tant qu'individu, c'est sa rémunération. Et c'est sa rémunération, déjà, alors, vous savez, quand on est salarié, on perçoit un salaire brut, un salaire net, auquel se rajoutent des cotisations patronales, etc. Donc, ça, c'est la rémunération. Quand on est indépendant, tout ça n'existe pas. On a un chiffre d'affaires
et ensuite, on a une rémunération. Donc, c'est deux systèmes qui sont un peu différents. Je vais faire comme vous, en ne rentrant pas forcément dans les débats statutaires. L'Union européenne l'a fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus expertes que moi pour parler des questions statutaires. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe de façon effective sur les plateformes, comment le vivent les travailleurs et quels avantages et quels inconvénients, quels risques il peut y avoir par rapport à ça. Donc, là où vous avez tout à fait raison, c'est que si vous regardez l'historique des mouvements sociaux sur les plateformes, aucun des mouvements sociaux ne concernait les droits sociaux. Ils concernaient tous qu'un seul sujet, et c'était celui de la rémunération. Donc, quand j'entends parler de protection sociale, et en étant moi-même experte du sujet, je suis toujours un peu inquiète parce que je me dis c'est un épouvantail, parce que bien sûr que vous avez des travailleurs qui nous disent à longueur de journée qu'ils n'ont pas la main sur leur rémunération, elle a été décidée de façon unilatérale, qu'il y a des problèmes par rapport à ça, qu'il y a des mouvements sociaux par rapport à ça. Or, bien sûr, on commence d'abord par parler de protection sociale, d'accident du travail, etc., alors que c'est un sujet secondaire, comme vous l'avez bien dit. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est la rémunération. Et comme monsieur Mettling, le président de l'ARP, est présent avec nous, c'est une discussion qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir, qu'aujourd'hui, on a une problématique très importante sur des baisses de rémunération conséquentes qui ont été faites, et la protection sociale a été, je le dis tout à fait clairement, instrumentalisée de façon à dire, voilà, on prend par exemple un travailleur, on lui retire 30-40% de sa rémunération, et puis on lui met une petite garantie de protection sociale à côté, en disant, bon ben voilà, c'est bon, vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème, nous sommes dans l'engagement social et sociétal, etc. Bon, ce n'est pas une façon de fonctionner très pérenne, très efficace, très bonne. Et donc, il y a besoin aujourd'hui de rééquilibrer les choses. Sur la question ensuite de la protection sociale, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment les droits sociaux, droit à l'arrêt maladie, droit à se soigner, droit à la retraite, droit à l'assurance chômage, etc. Ce sont des vrais droits sociaux, ce sont des sujets qui sont importants. Qui sont terriblement importants parce qu'aujourd'hui, par exemple, on constate qu'on a bien sûr un écart significatif entre les protections sociales des salariés et les protections sociales des travailleurs indépendants. Et d'ailleurs, comme le disait M. Weisselberger juste tout à l'heure, tous les indépendants sont concernés par ces déficits de protection, tous sans exception. Donc, pourquoi aller créer des protections spécifiques pour les travailleurs des plateformes? Ça n'a aucun sens. D'autant plus que l'intégralité des interlocuteurs en France et au niveau de l'Union européenne sont opposés à un tiers-statut. Donc, on ne va pas créer des droits pour chaque métier différent qui viendrait à rentrer dans l'économie des plateformes. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Je vois que M. Weisselberger nous a rejoint à nouveau. Vous pouvez continuer à parler, je dirai d'autres choses après. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, j'étais en train de dire justement que je rejoignais tout à fait cette analyse. Je vous donne un exemple qui peut paraître complètement anecdotique, mais qui en réalité concerne tous les indépendants. C'est que quand vous prenez un travail salarié, donc vous cotisez pour l'accident du travail, la maladie, etc. Vous commencez votre travail, une semaine après, vous avez un accident, vous êtes en arrêt maladie. Vous êtes indemnisé. Alors que quand vous êtes indépendant, quand vous prenez vous commencez une mission en tant qu'indépendant, eh bien, pendant toute la première année de votre activité, vous ne pouvez pas avoir d'indemnisation du régime obligatoire, puisqu'on attend que vous ayez fait 1 an d'activité, et en attendant, vous n'avez pas. Et ça, c'est vrai pour les boulangers, c'est vrai pour les chauffeurs VTC, c'est vrai pour les freelances, c'est vrai en fait pour tous les indépendants. Donc, et ça, c'est un problème que le système est mal conçu, et donc c'est un système qui peut évoluer. Et du coup, le troisième point que je voulais aborder par rapport à ça, c'est que face à cette question des plateformes, je pense que vous avez aussi mentionné à juste titre la question des algorithmes. La question des algorithmes, elle est
à la fois d'une grande complexité, il faut la défendre au niveau du droit, et je trouve qu'il y a une grande vertu dans ce que vous proposez, qui est de défendre le droit à la décision humaine, et donc pas être traité comme une machine par une machine. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est une très bonne logique de long terme. Mais dès le court terme, en fait, dès lors qu'on va discuter des rémunérations avec une plateforme, on va parler donc du prix des courses, on va parler de l'attribution de ces courses, etc. Et donc, ça, qui décide le prix et l'attribution? C'est l'algorithme. Donc, en fait, l'algorithme, c'est aussi des choses qui sont très, très concrètes et qui peuvent rentrer dans un champ de négociation immédiat, mais vraiment tout de suite, puisque c'est déjà le prix, c'est déjà l'algorithme qui définit le prix. Donc, il y a des modalités en fait très, très concrètes, précises, dans lesquelles on peut rentrer très rapidement dans la discussion. L'enjeu aujourd'hui, quand on parle de ces droits sociaux qui doivent évoluer sur l'intégralité des indépendants, il y a un vrai danger à raisonner au sujet des travailleurs de plateforme. Parce que quand vous dites à un travailleur que il a pas la plateforme ne prend pas l'engagement, vous savez, quand on est salarié, on est une sorte de dépendance sociale par rapport à son employeur, puisqu'on bénéficie de la mutuelle de l'employeur. Mais enfin, l'employeur ne peut pas vous virer du jour au lendemain. Si jamais il veut le faire, il y a des modalités. Si jamais il le fait à la fin, vous avez une assurance chômage, vous avez des indemnités de licenciement, etc. Donc, la dépendance sociale, lorsqu'on est en CDI à temps plein, ça n'est pas tellement un problème, parce qu'il y a une forme d'engagement. C'est un peu comme le mariage. Alors que quand on est aujourd'hui sur des missions de court terme, on est dans des relations plutôt libres, et donc du coup, on peut passer de l'un à l'autre. Et aujourd'hui, notamment devant les tribunaux, les plateformes défendent le principe que ces travailleurs sont complètement indépendants, qui peuvent changer finalement, faire ce qu'ils veulent d'un jour à l'autre. Et aujourd'hui, apparaît l'idée qu'il faudrait que leur protection sociale soit rattachée au chiffre d'affaires lié à la plateforme. Et ça pose un problème, donc comme je le disais, de tiers statut. Ça pose un problème puisqu'on commence à discuter de protection sociale, c'est aussi pour masquer des problèmes de rémunération, comme j'ai dit tout à l'heure. Et enfin, ça pose un problème de dépendance sociale, c'est-à-dire qu'on dit à ces personnes, mais vous êtes indépendant, mais économiquement, vous êtes censé être indépendant, mais vous êtes socialement dépendant. C'est-à-dire que si vous ne faites pas le chiffre d'affaires requis, vous allez perdre les droits sociaux apportés par la plateforme. Et donc, ça ne rentre pas dans une logique de long terme. Les logiques de long terme, comme on l'a tous dit, et toutes les personnes qui sont ici sont investies dans le numérique, dans l'évolution technologique, dans l'évolution de l'activité et de l'emploi. On sait très bien que personne ne fera le même métier toute sa vie, plateforme ou pas plateforme. Et donc, l'intérêt aujourd'hui de tous, c'est d'avoir des droits sociaux rattachés à l'individu qui lui permettront de pouvoir mener sa barque tout au long de sa vie. Et donc, dans cette vision de très long terme, ça n'a pas vraiment de sens dès aujourd'hui de légiférer, comme l'a fait le gouvernement dans le cadre du PLFSS, de légiférer dans le sens voulu par les plateformes, qui est un sens de dire, ou en tout cas par certaines plateformes, dans le sens de dire, nous devons améliorer la protection de ces pauvres travailleurs de plateforme, comme si déjà ils étaient les seuls et comme s'ils n'étaient pas capables de négocier leur rémunération par eux-mêmes. Nous devons décider à leur place qu'ils doivent avoir une protection et avoir des conditions qui sont assorties, parce que rien n'étant gratuit, il y aura forcément des conditions qui sont assorties à cette protection. Donc, si je résume très rapidement, la rémunération et les algorithmes sont des sujets très importants. Vos recommandations sur la santé et sécurité au travail sont du simple bon sens et ça me paraît tout à fait évident. Sur la protection sociale, vous avez bien compris que j'ai des réserves qui sont très importantes par rapport à la vision du futur du travail. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Weisselberger. En fait, si je reprends donc cette question de protection sociale, et après j'ai d'autres sujets aussi, il a été très proche, là, cette fois-ci, d'y avoir une cotisation sociale qui bouchait et qui aurait été payée par les plateformes, et qui bouchait le trou principal que vous avez mentionné, la TMP, c'est-à-dire accident du travail, maladie professionnelle, qui effectivement est le trou central qui reste dans la protection sociale. Et ça bute sur plusieurs problématiques. La première, c'est qu'effectivement, les chauffeurs, en tout cas, sont multiplateformes.
et que donc, il y a une espèce de protection sociale proportionnelle au chiffre d'affaires qui est payé par les plateformes en fonction du chiffre d'affaires qui est fait avec ce chauffeur, etc. Et donc, et est-ce qu'il est protégé entre les moments où il travaille avec une plateforme? Enfin, il y a des vraies complexités qui ne sont pas du tout faciles à résoudre quand on le prend dans ce sens-là et qui sont résolues quand c'est travailleur indépendant, comme tous les autres travailleurs indépendants qui la payent, quitte à ce qu'il y ait des compensations qu'il faut imaginer. Et il y a un deuxième problème majeur, qui est, en tout cas pour ce qui nous concerne, un problème concurrentiel, c'est-à-dire qu'il n'a pas été proposé que cette obligation s'applique aux plateformes de taxi. Or, G7 est une plateforme de taxi qui a la même problématique. Et à ma connaissance, G7 existe depuis 40 ans et il ne paye pas de cotisation pour le compte de ses chauffeurs de taxi. Pas mal de chauffeurs de taxi en payent eux-mêmes en réalité. C'est-à-dire que pas mal de chauffeurs de taxi se protègent, je ne crois pas que ce soit obligatoire, mais en tout cas beaucoup le font, se protègent eux-mêmes. Et donc, il faut veiller à la fois à l'opérabilité du dispositif qu'on imagine, et il faut veiller aussi à l'équité, c'est-à-dire que les opérateurs de VTC ne sont pas concurrents qu'entre eux, les opérateurs de VTC sont concurrents avec l'ensemble de ceux qui assurent le même service, c'est-à-dire aussi avec les opérateurs de taxi. Donc, il y a une problématique qui est moins simple qu'il n'y paraît sur ces questions de protection sociale. Pour ce qui est des algorithmes, je crois qu'on est un peu dans le fantasme, comme s'il y avait des choses incroyables qui se passaient, je dirais, sur les systèmes des plateformes et qui faisaient je ne sais trop quoi. Bon. Aujourd'hui, il y a une réglementation très forte du côté des chauffeurs VTC. C'est que quand on leur propose une course, ils ont le prix, ils ont la destination, ils ont l'heure à laquelle il faut prendre, si c'est tout de suite ou plus tard, où il faut prendre le passager, et ils ont le droit de la refuser. Quel droit supplémentaire on peut imaginer? J'en sais rien. C'est-à-dire quelle extraordinaire chose on voudrait qu'un humain intervienne au moment où la course est proposée, ce qui n'est pas du tout faisable pratiquement, puisque par définition, quand une course est effectuée par un chauffeur, c'est qu'il y a une demande d'un passager, et on n'imagine pas qu'il y a quelqu'un qui, à la main, va dire cette course-là, je vais la faire de telle façon, il a donné. Enfin, c'est juste pas possible. Enfin, le système ne fonctionnerait pas du tout. Donc, et par ailleurs, l'algorithme, il fait rien d'incroyable. L'algorithme, il dit le chauffeur le plus proche, c'est lui, et c'est lui qui va venir vous chercher. Voilà ce qu'il fait l'algorithme. Bon, il peut y avoir plus de choses parfois, j'entends, mais grossièrement, c'est ce qu'il fait l'algorithme. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop fantasmer sur cette question des algorithmes, qu'en réalité, il n'y a pas tellement de problème de transparence, c'est-à-dire que s'il y avait une règle que l'algorithme doit être transparent, je ne vois pas en quoi ça serait particulièrement gênant. En tout cas, moi, au nom des plateformes que je peux connaître, je ne crois pas qu'elles seraient terrorisées par l'idée que les algorithmes doivent être publiés. D'une manière générale, je n'ai pas non plus remarqué que les chauffeurs qui travaillent avec les plateformes se plaignent particulièrement de… Alors, il peut y avoir parfois des perceptions, mais la perception n'est pas la réalité. C'est-à-dire que, évidemment, comme un chauffeur veut travailler le plus possible, il peut avoir parfois l'impression qu'il est pénalisé ou qu'un autre chauffeur est privilégié. Bon, dans 99% des cas, c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt d'une plateforme à faire ce genre de différence entre les personnes qui travaillent avec elle. Donc voilà, donc je crois qu'on adresse là un problème qui est plus petit que les gens le pensent sur cette question des algorithmes. Alors après, il y a la question du prix et du revenu. Ça, c'est une question qui n'est vraiment pas facile. C'est une question qui est vraiment pas facile parce que nous sommes d'accord que dans les premiers temps, en tout cas de la vie des plateformes VTC, il y a eu parfois, enfin il y a eu, non, pas parfois, il y a eu des problèmes
de revenus sur les chauffeurs qui travaillaient avec ces plateformes. Donc, il ne s'agit pas de le nier. La première chose qu'on peut dire, c'est que ces problèmes sont beaucoup plus petits aujourd'hui. C'est-à-dire que le système, enfin, la volonté, à la fois les différentes régulations qui sont mises en place, la volonté des différents opérateurs que nous sommes, que ce soit Snapcar, Le Cap pour ce qui me concerne, mais même Uber, etc., a quand même été peut-être en partie sous la pression, mais en partie aussi par intérêt long terme de créer un système qui fonctionne, a conduit aujourd'hui à un système de prix qui n'est pas particulièrement bas en réalité. C'est-à-dire que moi j'entends plutôt les clients se plaindre des augmentations de prix qu'il y a eu ces derniers temps sur les plateformes VTC et qui les trouvent plutôt beaucoup plus chères qu'avant. Et elles sont beaucoup plus chères qu'avant parce que les chauffeurs sont mieux rémunérés qu'avant. Hein. C'est pas que les marges des plateformes ont changé. Donc ce problème a diminué. Bon, cela dit, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il pourrait y avoir… Alors moi, je suis personnellement, là, je ne représente pas, parce qu'il y a beaucoup de sensibilités au sein des différents opérateurs qui ont des sensibilités différentes, donc je ne représente personne d'autre que moi quand je parle. Moi, je suis assez favorable à des questions de prix minimum, c'est-à-dire que je pense que ça serait assez sain qu'une course ne puisse pas descendre en dessous d'un certain seuil, en dessous duquel, effectivement, on ne peut pas en vivre. Je trouve par contre complexe, peut-être pas opératoire, et posant des problèmes à nouveau d'opérateurs multiplateformes, de concurrence, etc., de fixer un genre de SMIC qui consisterait à dire qu'un chauffeur en 1 heure doit gagner au moins tant. Ben oui, mais un chauffeur en 1 heure, il travaille peut-être pour 2 plateformes différentes. Qu'est-ce que c'est travailler dans notre activité, puisqu'il y a des moments où on attend, des moments où on fait des courses. Je trouve le sujet pas du tout évident à traiter. Et puis, je ne suis pas sûr que le principe d'un SMIC pour indépendant soit très, très compatible, en fait. C'est-à-dire qu'un indépendant, c'est quelqu'un qui travaille quand il veut, qui travaille beaucoup, qui ne travaille pas beaucoup, qui travaille… En tout cas, ça n'existe nulle part à ma connaissance, quoi. Voilà, c'est ce que je constate. Il n'y a pas de SMIC de plombier, il n'y a pas de SMIC de… Bon, donc, il n'y a pas non plus peut-être de problème de rémunération de plombier, je suis d'accord, mais je trouve assez compliqué cette question de rémunération minimale. En revanche, un prix minimum versé par course pour les chauffeurs, ça ne me paraît pas nécessairement choquant. C'est une des propositions que j'ai lues dans le draft du livre blanc là, qui va être émis lors de cette… Enfin, peut-être incessamment. Cette question de prix minimum ne paraît pas choquante. J'ai envie de dire, et ça s'applique à tous les sujets, attendez peut-être 5 minutes pour réclamer des nouvelles règles et des nouvelles lois. J'attire votre attention sur le fait que le secteur du transport, sous l'angle social et sous l'angle de la réglementation du transport, un peu un mélange des deux, vient de se prendre quand même 3 lois consécutives. Hein. La loi Thévenoud, la loi Grand-Guillaume, la LOM. Donc, la dernière vient d'instaurer un dispositif extrêmement fort qui consiste dont il faudra voir s'il fonctionne déjà dans un premier temps avant de dire que ce n'est pas le bon, qui consiste à créer des structures de dialogue social qui ressemblent un peu à celles qui existent dans le monde salarié, hein, avec des élections professionnelles, avec des obligations de négocier, avec des accords. Il y a d'ailleurs un problème majeur, hein, j'en profite pour le signaler puisqu'il y a peut-être des problèmes qui sont à l'écoute, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème majeur dans le système qui peut le rendre, en tout cas, inadmissible pour nous. C'est que dans les projets d'ordonnance tels qu'elles existent aujourd'hui, bon, ça peut encore changer. Le seuil pour pouvoir peser sur un accord, c'est de représenter 50% du chiffre d'affaires, grosso modo. C'est un peu plus compliqué, mais on va simplifier, de représenter 50% du chiffre d'affaires du secteur. Alors, quand il y a des secteurs qui sont très éclatés, c'est parfait, c'est-à-dire que 50% décident et puis quand la minorité suit, il se trouve que dans le secteur des VTC, Uber à lui tout seul fait plus que 50%. C'est-à-dire que tous les autres ne comptent pas, en fait. Tel que l'ordonnance est en cours de rédaction, ce n'est pas une négociation sectorielle, c'est une négociation entre Uber et les chauffeurs à laquelle les autres probablement ne participeront pas, puisque
les seuils tels qu'ils sont définis font qu'ils n'ont pas de voix. Et donc, il y a un vrai sujet, effectivement, et on va y venir dans la dernière section. Ce sont des projets, effectivement, les panélistes suivants vont s'en emparer. Oui, j'en suis convaincu. Pour signaler ce problème qui n'est pas mineur, quoi. Tout à fait. Je serais ravi de poursuivre avec vous, notamment sur le sujet de l'opacité des algorithmes, qu'on n'a pas épuisé, qui serait difficile d'épuiser ici. Je note que vous seriez susceptible personnellement d'accueillir favorablement la réflexion sur un tarif minimal des courses. Sur les algos, il y a quand même sur les algorithmes une problématique d'accès effectif aux courses, de notation, etc. Encore une fois, je serais ravi de développer tout ça avec vous, mais nous devons laisser la parole à nos panélistes suivants. Merci infiniment de nous avoir rejoints avec insistance et malgré les difficultés techniques. Merci Inde El-Drissi également pour une intervention très riche et une perspective qui complète très bien nos propos. Mathias, je te laisse la parole pour la troisième partie. Merci infiniment. Merci à tous.